Bonjour, La Voix est libre en direct tous les samedis sur France 3 et nous allons nous intéresser ce matin à toutes ces voix qui, de manière différente, s'en prennent à la garde des Sceaux, Christiane Taubira, policier, avocat, élu ou encore gardien de prison. Sur notre plateau, pour en débattre, la députée socialiste de Saône-et-Loire, Cécile Untermaier, bonjour. Bonjour. Le conseiller communautaire du Grand Dijon UDI, Jean-Philippe Morel, bonjour. Bonjour. Je précise que vous êtes aussi avocat. Tout à fait. Dans le civil. Et le secrétaire du syndicat Alliance, syndicat de policiers pour la Bourgogne et la Franche-Comté, Frédéric Paillard. Bonjour. Bonjour à vous. Et chez vous, vous pouvez réagir comme d'habitude sur notre site internet dans l'article consacré à l'émission. Avant de rentrer dans le détail des dossiers de la police, de la justice, notre émission est en plein dans l'actualité avec en cette fin de semaine un nouveau cas de propos injurieux envers la garde des Sceaux. Des propos qui ont été tenus par une adjointe au maire de la commune de Talent, en Côte-d'Or, tout près d'ici. Elle a démissionné dans la foulée, elle s'est excusée. Le procureur de la République, d'ailleurs, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Sans rentrer dans le détail, l'adjointe en question demandait à la garde des Sceaux de retourner dans sa brousse. Je cite, « Il y a déjà eu beaucoup de cas similaires avec depuis longtemps un tir de barrage dans une partie de la presse. On a l'impression que c'est jamais arrivé dans la République, une attitude pareille. » Cécile Untermaier, est-ce qu'on doit se dire que pour une partie du pays, une femme noire de gauche ne peut pas être ministre de la Justice ? Écoutez, en tout cas, les propos qui sont tenus et que vous rapportez et que on découvre aussi dans d'autres situations. Qui sont déjà arrivés beaucoup. Et qui sont déjà arrivés, que l'on peut lire dans des revues à large diffusion, bien, traduisent effectivement une espèce de flottement au niveau des valeurs républicaines. On peut quand même s'étonner, mais c'est le problème du délitement, de la confiance dans les politiques. Alors, Christiane Taubira, effectivement, subit une violence tout à fait singulière. Qu'on n'a jamais rencontré à répétition, avec un acharnement, un effet de meute en quelque sorte sur notre garde des Sceaux. Il faut s'inquiéter au-delà des propos du terreau. Qu'est-ce que révèle, comment est-ce possible? Il faut travailler, bien sûr, sur ces valeurs de citoyenneté et de pédagogie et dénoncer très fermement des propos de cette nature qui détruisent un peu notre démocratie et de la République. Jean-Philippe Morel, vous l'avez dit, il y a une réaction politique unanime. Le maire a viré son adjointe, on va dire, tout de suite. Mais en même temps, c'est présent, c'est des gens qui sont des élus, qui ont ce type d'attitude. Sur les valeurs de la République, on sera toujours réunis. On est bien évidemment d'accord que les propos racistes ou antisémites, qui peuvent aussi se répandre dans la société française d'aujourd'hui, sont totalement inacceptables. Et vous l'avez dit, la réaction politique a été immédiate. Le maire de Talent a immédiatement sanctionné par un retrait de délégation son adjointe. Effectivement, il faut aller au-delà. Il y a peut-être un problème dans la société française d'aujourd'hui. Il faut remettre les valeurs de la République au milieu du village, parce que de tels propos qui se répandent effectivement à longueur de journée sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui, là, une élue, ce qui est évidemment grave, mais aussi parfois les plus jeunes, on a besoin de pédagogie républicaine. Et je pense que c'est très important. Et on va dire, de réflexion aussi pour les élus, parce que quand un élu tient ce genre de propos, il tire contre la République. Il ne fait pas du bien à la République. Mais en son temps, vous savez, une autre garde des Sceaux bourguignonne, Rachida Dati, n'a pas été non plus épargnée par des attaques. Et si on remonte plus loin dans l'histoire, certains politiques ont été attaqués. Je pense à Mendès France, à Léon Blum, qui ont été attaqués aussi profondément. Donc malheureusement, la République est toujours à défendre. Les valeurs sont systématiquement à rappeler aux plus jeunes et à la société d'aujourd'hui. Frédéric Paillard, on disait avant l'émission, vous n'êtes pas comptable des élus, mais en même temps, cette idée de respect des institutions, des élus, de la République, et plus loin que ça, des institutions, vous, syndicat de policiers, c'est quelque chose que vous ressentez aussi? C'est quelque chose qui est ressenti et qui est ressenti par nos collègues sur le terrain, dont la mission est de plus en plus compliquée, puisque ces formes on va dire, d'incivilité et d'irrespect sont présentes au quotidien. On va dire que c'était le quotidien des fonctionnaires de police, voilà quelques années. Donc que ça s'ouvre au grand public et qu'on retrouve cette chose-là sur la place publique et sur les réseaux sociaux n'a rien d'étonnant. Et pourtant, Frédéric Paillard, c'est l'argument que vous avez utilisé en manifestant sous les fenêtres de la garde des Sceaux, en reprochant le laxisme de la garde des Sceaux. Il y a eu cette grande manifestation de policiers, on y vient, c'est notre chapitre suivant. C'est une première en France, une manifestation de cette ampleur-là, nationale, mais sous la fenêtre de la garde des Sceaux, pour lui dire, en gros, vous êtes trop laxiste.
La portée était symbolique, puisque, si vous voulez, la goutte d'eau qui a quand même fait déborder le vase la semaine dernière, c'est quand même l'incident dramatique qui est arrivé à notre collègue Yann, qui est toujours dans un état critique, suite à une décision de justice que l'ensemble de la profession policière n'a pas pu interpréter et n'a pas réussi à comprendre. Quand on a quand même dans la rue et la portée symbolique vers les palais de justice et les tribunaux était vraiment quelque chose de symbolique, c'était pas spécifiquement contre la personne, mais c'était contre le système que cette manifestation était tournée, pour démontrer que la compréhension de certaines décisions est parfois difficile. Alors, sur les chiffres qui sont un petit peu têtus, on s'aperçoit, vous allez me dire si je me trompe, qu'il n'y a pas plus d'évasion aujourd'hui dans des cas de permission de sortie sous Christiane Taubira que sous le mandat de Rachida Dati, et que c'est une loi qui avait été décidée et écrite par Dominique Perben. Les chiffres sont les mêmes, il y a même moins, il semblerait qu'il y ait même moins d'évasion dans ces cas-là aujourd'hui que lorsque Rachida Dati était garde des Sceaux. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'accusait pas du même laxisme, Cécile Untermaier ? Écoutez, je ne sais pas. Bon, sur l'étude comparée entre Rachida Dati et Christiane Taubira, j'ai pas tellement d'arguments. Je veux dire, moi, je prenais volontairement l'exemple d'une autre femme garde des Sceaux, qui a fait beaucoup de mal. On y reviendra, j'espère, dans la décennie écoulée, au travers quand même de la suppression à la serpe de tous les tribunaux d'instance. Et puis, on a beaucoup souffert aussi de 55 lois relatives à la peine, concernant le droit de la peine pendant les 10 ans écoulés avant le quinquennat de François Hollande. Donc on est dans une situation extrêmement... on a hérité d'une situation extrêmement difficile. Mais il n'y a pas derrière ça l'idée que la gauche est forcément laxiste alors que la droite ne l'est pas quand elle est au pouvoir. Bien sûr, mais je pense que maintenant il faut travailler avec discernement, et je crois que plutôt que de libérer la parole, comme on a pu voir la parole libérée sous le quinquennat de Sarkozy par le président de la République lui-même, eh bien il faut travailler dans le discernement, et c'est comme ça qu'on luttera contre le Front National, en disant les choses telles qu'elles sont, et ne disons pas que la gauche est laxiste, puisqu'au contraire on a un dispositif de sécurité et qu'on essaye, après avoir vécu la suppression au rabotage de 13 000 postes dans les services de police et de gendarmerie pendant les 10 ans écoulés. Si on avait ces 13 000 postes là actuellement, on serait beaucoup plus à l'aise. Alors on essaye de remonter la pente, et on crée 5 000 postes sous le quinquennat de François Hollande, parce qu'on est dans cette obligation de le faire. On sait que vous êtes sous pression. Vraiment, on sait que vous êtes sous pression parce que la situation est extrêmement complexe, et on est avec un outil qui a été quand même extrêmement abîmé sous la décennie écoulée, tant côté magistrat que côté police et gendarmerie que service pénitentiaire. On pourra y revenir. On va y venir, bien sûr. Jean-Philippe Morel, cette opposition police, justice, elle est à peu près aussi vieille. Vous êtes avocat, donc j'allais dire vous êtes un peu au milieu de ce tir-là. Elle est à peu près aussi vieille que l'histoire de la justice et de la police, non ? C'est la même chaîne pénale, police, justice, avocat. Ouais. Ce sont ceci deux institutions qui sont les piliers de la République. Et quand la police tousse, la justice ne va pas bien. Et on peut comprendre, et je partage la vive émotion, effectivement, des fonctionnaires de police suite à cet individu qui est effectivement en permission fiché S comme étant radicalisé en prison, et qui s'est effectivement qui a commis un cambriolage et ensuite a tiré sur les forces de police. On a besoin d'avoir une politique pénale cohérente. Et aujourd'hui, les signaux qui sont adressés, effectivement, vont pas forcément dans le bon sens. Que ce soit la suppression des peines planchers pour les récidivistes, que ce soit la mise en place d'une peine un petit peu hybride, qui est la contrainte pénale, le fait que le juge d'application des peines semble, pour la population, défaire ce que la justice, en tout cas dans les juridictions, les tribunaux correctionnels et autres, ont pu décider, n'est pas aujourd'hui comprise par la population. Et je pense que ces signaux sont effectivement adressés par la politique pénale aujourd'hui de Mme Taubira. Alors on va dire qu'on a essayé d'avoir des magistrats avec nous. Pour cause de vacances scolaires et de permanence des magistrats, ça a été extrêmement compliqué, je le dis, parce qu'on pourrait s'attendre à une réponse, par exemple, des magistrats. Frédéric Paillard, je vous ai vu tiquer quand je disais c'est aussi vieux que la justice et la police. Là, c'était la violence du fait divers qui vous a fait réagir.
Est-ce que vous avez regretté d'être peut-être récupéré politiquement dans les jours qu'on suivit, d'entendre un certain nombre d'élus dire en fait c'est tout le temps comme ça, on met trop de gens en liberté. Est-ce que ça n'a pas dépassé un peu ce que vous vouliez faire? Ça, c'est un peu le danger de l'exercice. Donc c'est vrai qu'on s'y était un peu préparé, dans le sens où il est vrai que la récupération politique est toujours quelque chose sur ce genre de mouvement social qui est pratiquement une pratique, on va dire, institutionnelle également, puisque c'est l'habitude, hein. On ouvre la porte à quelque chose et il faut en assumer les conséquences, mais tout ce qui a découlé de toute façon de cette manifestation et ce qui s'est passé avant est quand même la résultante d'un manque de moyens pour la police, de réformes pénales qui ont alourdi le travail de nos officiers de police judiciaire et de certaines choses qui sont incompréhensibles par nos collègues. Quand on parle d'incompréhension et qu'on parle de mal-être des fonctionnaires de police, on est vraiment dans quelque chose qui est palpable dans les commissariats. Concrètement, qu'est-ce qu'un policier, par exemple, ne comprend pas aujourd'hui? Des policiers qui étaient dans la rue... Le policier qui était dans la rue la semaine dernière ne comprend pas comment on peut avoir des criminels multirécidivistes qui se retrouvent en liberté et qui peuvent commettre des forfaits avec les conséquences qu'on a pu avoir pour notre collègue, ne comprennent pas également certaines lourdeurs de procédure et ne comprennent pas également pourquoi on leur demande toujours plus sans leur donner les moyens d'être capables de le faire. Juste pour rappel, nos collègues du corps d'encadrement et d'application sont donc gradés et gardiens, sont officiers de police judiciaire pour la plupart depuis 2001. La prime afférente à cette qualification et au regard de ce que les collègues ont comme responsabilité n'est que de 50 € par mois. Donc, quelque part, la revalorisation indiciaire de ce genre de primes et rétribuer les gens pour le travail qui est fait normalement très convenablement, hein, au niveau du judiciaire. Je pense que les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police du corps d'encadrement d'application ne déméritent pas en termes judiciaires. On a des collègues qui font du beau papier, comme on dit dans les tribunaux. Donc, ça devrait normalement être rétribué à sa juste valeur. Les moyens, c'est bien sûr ce que vous avez demandé. Vous avez rencontré François Hollande d'ailleurs. Est-ce qu'on doit élargir le sujet? Parce que les moyens, on en a beaucoup parlé, les moyens des forces de l'ordre après les événements de janvier dernier, après les attentats. On sait que la France est toujours sous une surveillance très forte. Moi, j'ai envie de poser la question aux élus aussi, puis vous nous répondrez après. Est-ce que la France a les moyens de sa sécurité, de ce qu'elle veut faire? En tout cas, il faut qu'elle se les donne, ouais. Et c'est ce qu'on a fait en considérant et en priorisant, bien évidemment, les budgets police, justice, éducation nationale. Manifestement pas assez, si on entend Frédéric Payen. Pas assez. Vous savez, on ne peut pas non plus tirer des chèques bancaires sur nos enfants en permanence. Mais je veux dire, de gros efforts sont faits. Je pense que les forces de l'ordre l'admettent, les services de police comme de gendarmerie admettent les efforts qui sont faits depuis 2012. Mais la montée en puissance, elle prend un peu de temps. Et ce qu'on doit dire quand même, et il faut le redire, c'est qu'on part d'une situation qui était extrêmement difficile, où on a supprimé par un rabotage de ce qu'on appelle la RGPP, des postes sans discernement. Donc on priorise la politique de sécurité, c'est la priorité, avec des objectifs qui sont quand même importants. Ce sont des crédits, ce sont des budgets qui sont en hausse régulière, ils le sont également en 2016. On a des crédits, j'étais avec Bernard Cazeneuve la semaine dernière pour discuter de la mission budgétaire, et c'est bien évident que sa priorité, c'est de doter les services de police et de gendarmerie en moyens et en véhicules. On sait tous en 2012 l'état du parc de la gendarmerie comme des services de police. Et là, on a inscrit au budget l'acquisition de 2000 véhicules par an par force de l'ordre, ainsi que 40 millions par an par force de l'ordre pour les moyens matériels, ne serait-ce qu'en armes et en gilets pare-balles. Il faut savoir qu'on a constaté que ces forces de police et de gendarmerie n'avaient pas toujours les gilets pare-balles utiles dans leur mission. Donc, la réponse de François Hollande que vous avez rencontrée, elle vous a satisfait? La réponse est satisfaisante sur la forme. Après, sur le fond, on est parti quand même sur quelque chose qui va être un plan pluriannuel qui nous sera proposé à partir de mars. Donc on attend de voir ce qui va en sortir et surtout si les moyens vont réellement être mis
pour avoir quelque chose qui soit vraiment ambitieux. Si je peux me permettre un parallèle, le besoin de sécurité au quotidien, dans la vie quotidienne de tout le monde est grandissant. On s'aperçoit que les véhicules, l'exemple le plus probant qu'on a, c'est les véhicules. Les véhicules sont devenus de plus en plus sécurisés, de plus en plus sécurisants par des choses qui sont coûteuses à la base, mais qui, une fois qu'elles sont déployées, s'avèrent économiquement rentables. Je pense que sur la sécurité, on pourrait peut-être essayer d'avoir cette même logique pertinente. Jean-Philippe Morel, vous évoquiez tout à l'heure les réformes qui ont été faites par les gouvernements successifs de gauche, en particulier la suppression des peines planchers, la contrainte pénale. De votre point de vue, c'est une erreur ou pas? On vit aujourd'hui. C'est le cœur en partie, enfin c'est le cœur. C'était un certain nombre d'arguments du candidat Hollande et c'est le cœur d'une partie de la réforme pénale. On vit des temps dangereux, on le sait depuis janvier. On a un fort besoin de sécurité. Je crois que c'est une revendication légitime de la société française d'aujourd'hui. Et je crois aujourd'hui que la ligne politique de Mme Taubira pose en soi finalement quelques problèmes au président de la République, parce que celle-ci est en contradiction avec celle qui est défendue par le Premier ministre Manuel Valls. On voyait encore plus. Vous voulez dire fermeté du côté du Premier ministre, fermeté et un certain laxisme quand même assumé de l'autre côté, où la sanction est finalement quelque chose qu'il faut quand même au maximum évacuer. Pour autant, je vous parlais de chiffres tout à l'heure. Quand on parle des peines planchées, oui, il semble manifestement que l'effet de la réforme des peines planchées n'a rien modifié à la récidive. Mais c'est un mauvais message qui était adressé. Parce que et c'était un des arguments forts de Nicolas Sarkozy, les peines planchées, on s'en souvient. Oui, mais ça veut dire, si on supprime les peines planchées, pour expliquer aux téléspectateurs, c'est qu'un récidiviste aura une peine minimale. Alors, ça veut dire qu'en les supprimant, on traite de la même manière le primo-délinquant, celui qui commet une infraction pour la première fois, et celui qui est en récidive. Et c'est un mauvais message qui est adressé effectivement à la délinquance. Un autre souci, c'est que Mme Taubira a annoncé dès 2012 la fin de construction de places en prison, et les chiffres sont ce qu'ils sont. Mais on avait 68 000 détenus précisément il y a un an, il y en a 65 000 aujourd'hui. Il y a 5% de détenus en moins, et c'est aussi là un mauvais message adressé à la délinquance, alors qu'on sait qu'il faut s'assurer d'ailleurs d'une certaine dignité en prison, parce qu'aujourd'hui les conditions de détention, et si les personnels pénitentiaires sont dans la rue, c'est aussi parce qu'ils ont des conditions de travail très complexes en raison d'une surpopulation carcérale. En raison d'une surpopulation carcérale, ils sont dans des difficultés professionnelles très importantes. Donc il faut construire des places en prison, ne serait-ce que pour la dignité des détenus, mais aussi parce qu'il y a un fort besoin. Et on gère aujourd'hui la pénurie parce que budgétairement, on a décidé de faire des choix politiques qui ne sont pas judicieux au regard du besoin de sécurité d'aujourd'hui. Mauvais message, la suppression des peines planchées. Je suis désolée, mais je suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez exprimé. D'une part, les places en prison, on a 67 000 détenus ou 68 000, et on a 55 000 ou 56 000 places possibles en prison. Donc on a une surpopulation carcérale sur laquelle il faut bien qu'on agisse aussi. Donc il ne s'agit pas, bien évidemment, de dire ensuite que l'on sort les criminels pour faire de la place dans les prisons. C'est qu'on imagine un autre dispositif. Vous avez, pendant 10 ans, et particulièrement dans les 5 dernières années, lancé un dispositif de lutte, une loi de lutte, parmi les 54 que vous avez faites sur le coup de l'émotion, en réponse à des faits divers, bouleversant le travail des magistrats, qui pour beaucoup ont été très déstabilisés parce que chaque fois la loi pénale changeait. Eh bien, vous avez mis en place un dispositif, la loi de 2007 puis la loi de 2009, sur la lutte contre la récidive. La lutte contre la récidive. Le bilan, il est négatif. En fait, la récidive n'a pas du tout diminué, et c'est pour ça que la surpopulation carcérale est celle que nous rencontrons. Donc, nous avons repris les choses en main, fait une large conférence de consensus, c'est-à-dire qu'on n'a pas considéré de facto, parce qu'on était au pouvoir, qu'il fallait changer les choses. On a au contraire rassemblé les acteurs de la justice, et dans cette conférence de consensus, il a été tout à fait admis, constaté, l'échec de la politique de lutte contre la récidive et la nécessité de la remplacer par une politique de prévention de la récidive. Donc nous sommes dans un dispositif de prévention de la récidive. Il ne s'agit pas pour autant de laxisme. Bien évidemment, il y aura la peine d'emprisonnement, il y aura la courte peine d'emprisonnement, et il y aura également ce qu'on appelle la contrainte pénale, qui est en quelque sorte ce qui existe depuis 1970, c'est-à-dire le sursis de mise à l'épreuve, mais un sursis de mise à l'épreuve beaucoup plus encadré et beaucoup plus sérieux, et qui va concerner, il faut quand même calmer les choses et le dire à nos auditeurs, c'est que ça ne va pas concerner le criminel, ça va concerner par
par exemple, la personne qui est sous addictologie d'alcool, par exemple. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de la placer en prison ? Eh bien, ou de lui faire une courte peine de prison? Non. Il faut la mettre, me semble-t-il, dans un dispositif très encadré de contrainte pénale où elle a des obligations. Elle a des obligations, elle est sous surveillance, elle est sous, comme on le dit, sous main de justice et on travaille à sa réinsertion. Elle n'est pas criminelle, elle a un comportement sociétal qui pose problème et la prison n'est pas la solution. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas d'emprisonnement, on construit au contraire des places en prison, ce que vous n'avez pas fait sous le dernier quinquennat. Aucun crédit n'a été mis en place pour la construction de places de prison. En revanche, nous les mettons en place et nous les construisons. Non. Alors ne disons pas qu'on ne construit pas de places de prison. Et on n'est pas contre l'emprisonnement. Simplement, c'est pas un avocat que je vais expliquer. Mais parfois, c'est la seule solution. Je ne vais pas expliquer à un avocat qu'il n'y a pas comme réponse à la délinquance que l'emprisonnement. Il y a l'emprisonnement, bien sûr, mais il y a aussi d'autres dispositifs et nous devons travailler là-dessus. Et la contrainte pénale, c'est simplement tirer les conclusions d'un échec qui était celui de la lutte contre la récidive. Et parce que j'ai été magistrate, je peux vous dire que c'est jamais la sanction qui va motiver la personne à éviter un délit. C'est ça qui est très important. On superpose un dialogue magistrat-avocat à un dialogue gauche-droite. C'est rare sur ce plateau. Je peux dire un mot. Le panel de sanctions est évidemment bien plus diversifié que la seule prison. Et que quand on est obligé de sanctionner par une peine de prison, c'est qu'on a échoué. Par ailleurs, la prévention et les autres peines alternatives à la prison qu'il faut évidemment privilégier, parce que ce qui compte aussi, c'est aussi la réinsertion derrière des gens qui ont commis un acte délictueux. Je ne suis pas d'accord sur les chiffres. Un objectif, c'était 80 000 places en 2017. Aujourd'hui, effectivement, on a 56 000 places pour 65 000 détenus. Ce qui est de toute façon, et la France est condamnée pour ça, des conditions de détention qui sont indignes aujourd'hui. Et le gouvernement dit de gauche d'aujourd'hui devrait quand même s'en soucier. Et aujourd'hui, les chiffres démontrent que la population en prison a baissé, ce qui ne répond pas effectivement aux attentes de la population. Moi, j'ai envie d'étendre la discussion ou de l'élargir. On a l'impression qu'il y a une différence entre le fond du sujet. Vous nous expliquez tous les deux, vous avez des avis différents là-dessus, mais on est parti finalement du message de ce que les Français entendaient, comme si la seule chose qu'on pouvait utiliser, c'est il faut être sévère, il faut refuser la sortie, il faut refuser les permissions anticipées, comme s'il y avait un décalage finalement entre ce message et la réalité du dossier. Il y a de ça un petit peu, on est dans une société qui ne veut entendre que parler de sévérité, d'application des peines, alors que la réalité est différente. Parce que les politiques ne parlent que comme ça. De la justice et de la police. Parce qu'il faut quand même savoir que vous avez bien sûr des personnes détenues, emprisonnées, elles sont de l'ordre de 55 000 ou 57 000, mais vous avez également des personnes, le triple des peines se fait en milieu ouvert. Il faut savoir que ce n'est pas une découverte, la contrainte pénale. Le triple des peines est exécuté en milieu ouvert, sous contrôle, sous main de justice, sous contrôle du SPIP, avec bien sûr la coopération précieuse, lourde pour elle, j'en conviens, des services de police et de gendarmerie. On va y venir justement. Juste un mot, vous, avocat aussi, dans votre métier, vous la sentez cette différence entre le message supérieur de la sanction et la réalité de la vie du monde de la justice? Bien sûr. Ce que les gens ne saisissent pas, c'est que beaucoup de peines ne sont pas exécutées ou mises à exécution trop tardivement, et ça n'a pas de sens. Quand quelqu'un est condamné à une sanction quelle qu'elle soit, ce qui peut être un tige, un travail d'intérêt général ou autre chose, et que la mise à exécution de cette sanction met des mois, voire des années, ça n'a plus de sens. Et là, je suis d'accord, la sanction doit être mise en œuvre le plus vite possible. Le décalage aussi s'explique par le rôle des juges d'application des peines, qui parfois transforment des peines de prison en peines alternatives à la prison. Et ça, la population ne le comprend pas. Moi, l'avocat que je suis le comprend, mais le citoyen et le policier ne le comprend pas. Ouais. Mais pour dire un mot sur les permissions de sortie, puisqu'on était là-dessus, bien évidemment, il ne faut pas réagir sur le coup de l'émotion et supprimer les permissions de sortie. Elles sont nécessaires, notamment dans des cas de dignité humaine. Quand un détenu perd un proche parent, il est quand même naturel qu'il puisse Et les syndicats de magistrats ont tous publié des communiqués pour dire
c'est nécessaire pour la réinsertion. Bien Et sûr. c'est On nécessaire. peut pas ne Parce pas qu'il le y a une vie faire. après la prison, on est bien d'accord. La Vous en êtes- réinsertion doit être l'objectif. Vous en êtes ultime. d'accord? Juste, je m'adresse à la police parce que sur ce sujet des permissions de sortie, vous étiez en première ligne. Je pense que sur ce sujet-là, c'est évident que le système avec le tout prison n'est pas un système qui est correct pour la société et pour le monde dans lequel on vit actuellement. Simplement, après, il y a des adaptations et il y a des choses sur lesquelles nous, ce qu'on demande, c'est très sérieusement que les gens qui prennent la décision de remettre quelqu'un dehors ou qui prennent la décision de lui donner une chance de se réinsérer, eh bien, toutes les données qui permettent de garantir cette remise en situation dans les meilleures conditions. Quand on sait que certains individus sont dehors en ayant des fiches, ce qu'on appelle les fiches S, où on a des individus qui sont susceptibles d'être radicalisés, et ça, dans les services de police, c'est pas trahir un secret que de dire que c'est fréquent. On a quand même un problème quelque part. Alors c'est quoi? C'est aussi le manque de moyens pour la justice? Ça veut dire que le magistrat qui va prendre sa décision, lui aussi, il subit le manque de moyens, le nombre d'affaires dans lequel il doit prendre une décision? Je pense que la chaîne complète, de toute façon, la chaîne complète qui va de l'interpellation sur le terrain à l'aboutissement de la sanction et à la prison, manque de moyens. Ça, je pense que c'est caractérisé, et à tous les niveaux, on rencontre ces problèmes-là. Si vous voulez, nos collègues, nous, quand on demande le recentrage de nos collègues sur le cœur de métier de la police, et c'est ce que le président de la République a annoncé jeudi, ça, c'est quelque chose qui nous va bien, puisque un détenu qui est dans l'univers carcéral et sous la gouvernance et sous la protection du ministère de la Justice, mais à partir du moment où il est hospitalisé dans un établissement hospitalier dit public, il tombe sous le coup de la sécurité publique, et c'est nos collègues policiers ou gendarmes qui sont amenés à le garder. Donc effectivement, sur ce sujet-là, nos collègues qui sont de garde à l'hôpital ou qui sont de garde dans des centres hospitaliers quelconques ne comprennent pas l'utilité de leur mission, puisqu'on a quand même un mélange des genres. Donc ce qu'on voudrait, c'est que ça soit clarifié. On avait des hôpitaux carcéraux qui avaient été faits. Théoriquement, on devrait avoir des places dans ces établissements-là. Il faudrait que la justice accepte le principe de garder ces détenus et que nous, on soit effectivement là en support en cas de besoin. Mais il ne faut pas que ça soit la mission principale du policier. Alors, il nous reste 1 minute 30 avant midi. On va bien sûr parler de tout ce qui se passe autour des avocats, puisqu'il y a un mouvement de grève des avocats qui se continue, et bien sûr, vous allez nous en parler, Jean-Philippe Morel. On va parler de ça juste après les informations de midi. Juste un mot, il nous reste 1 minute. Dites-nous si les événements de janvier, dans la vie quotidienne des policiers, ça a eu un poids très fort. Oui, les événements de janvier, ça a un poids très fort, puisqu'on a entre 40 et 50 000 fonctionnaires jour, donc en termes d'effectifs, qui travaillent sur la mission Vigipirate. La mission Vigipirate, c'est quelque chose qui est très usant pour les effectifs, puisque la moindre manifestation de voie publique, maintenant, on a des difficultés pour avoir des forces mobiles, puisqu'elles sont concentrées sur des points spécifiques de protection, qui sont on ne peut plus logiques. Simplement, c'est pareil aussi, si on va sur l'effet Charlie s'est estompé. On a eu un amour de la police pendant 2 mois, et quelque part maintenant, les collègues, on est reparti dans un principe où les collègues nous disent c'est bel et bien fini, on a toujours des problèmes, et on est toujours en butte à une partie de la société qui n'accepte pas certains principes élémentaires de vie en collectivité. Merci Frédéric Paillard pour ce témoignage. Merci à tous les trois d'avoir débattu déjà pendant cette première demi-heure. On va bien sûr donc poursuivre après les infos de midi en parlant de cette grève des avocats, de la réforme de l'aide juridictionnelle, mouvement qui n'est pas terminé, mais vous allez nous le dire juste après les informations de midi qu'on va retrouver avec Elsa Bezin. Vous restez avec nous et on continue ce débat dans une poignée de minutes. À tout à l'heure, merci.